Bienvenue dans le journal d'Anissa. Donc, tu l'auras deviné, moi c'est Anissa. Ici, on parle vrai, non pas que les autres podcasts ne parlent pas vrai. Je vous parle de mon vécu, d'expérience personnelle. J'espère que ce podcast te plaira. Ici, sache qu'on est deux voix, la tienne et la mienne. Et j'espère que tu passeras un bon moment. Je te souhaite une bonne écoute. Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine, un bon week-end, que tu profites bien des beaux jours du début de l'été et que du coup tu profites, tu vas à la plage, tu manges des bons petits plats, tu rigoles avec tes amis, bref, la vie quoi. Mais je sais pas si pour celles qui sont concernées ou pas d'ailleurs, hein, je pense que tu n'as pas dû passer à côté d'une nouvelle information qui est sortie sur les réseaux sociaux dernièrement, qui est que le syndrome des ovaires polykystiques a changé de nom. C'est-à-dire que maintenant, l'appellation, c'est SMOP. SMOP, voilà, c'est ça. Euh, et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez me dire, mais puis même moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. Enfin, si, je le sais, parce que je l'ai vu. Mais concrètement, c'est quoi? C'est quoi ce truc-là? Donc, l'abréviation, c'est SMOP, mais en décortiqué, ça veut dire syndrome métabolique ovarien polyendocrinien. Et l'objectif de cette nouvelle appellation est de mieux refléter la réalité de ce qu'est réellement la maladie. Et donc, d'expliquer qu'en fait, concrètement, ça ne concerne pas uniquement les ovaires, ni la présence, entre guillemets, de kystes. Donc, voilà. Concrètement, ça veut dire quoi pour la médecine? Qu'est-ce que ça veut dire pour le suivi? Qu'est-ce que cela va changer pour la prise en charge des femmes aujourd'hui au niveau de leur quotidien? Je pense que si vous avez un SOPK, ben, pour le coup, vous n'êtes pas passé à côté de cette information et vous avez dû l'avoir de sûr, dans le sens où c'est une information qui a été relayée par pas mal de médias mainstream, donc des médias classiques, mais aussi des comptes Instagram, des associations d'aide, que ce soit Endo-France, je sais pas si Endo-France a posté, mais en tout cas, il y a SOS OPK qui a posté, il y a d'autres assos aussi qui ont posté, des comptes Instagram qui parlent aussi de santé féminine, tout ça, et que donc cette information est assez aujourd'hui diffusée un petit peu partout en la France. Mais du coup, étant donné que le nom change, du coup, en fait, ça va changer. Honnêtement, je ne sais pas si la prise en charge va changer. J'ose espérer, bien sûr. Mais donc, ce qui veut dire que du coup, lorsque vous, je pense, aurez un diagnostic de SOPK, et du coup, ça changera aussi le langage que le médecin va vous donner aussi en réel. Peut-être qu'il va vous expliquer la subtilité du fait est que ça a changé de nom. Je ne sais pas. J'espère bien. Mais concrètement, moi, la question que je me pose et que je me suis posée personnellement et que je pense que beaucoup de personnes se posent, c'est mais pourquoi, pourquoi est-ce que la maladie ou le nom change? Pourquoi changer le nom d'une maladie qui touche des millions de femmes? C'est ça la question que je me pose honnêtement. Excusez-moi, j'ai envie de tousser. Décidément. Ça fait 2 fois que j'enregistre, mais bon, c'est pas grave. Ici, on est sans filtre et peinture nature, comme on dit. Bref. Pourquoi le nom SOPK posait problème? Vous allez me dire, moi, c'est la raison pour laquelle aussi enfin, je me suis posé la question. Enfin, je pense que tout le monde s'est posé la question, honnêtement. Beaucoup de patientes disent qu'elles n'ont pas de kyste. Donc, énormément de patientes pointent le doigt sur le fait qu'elles n'ont pas de kyste et que donc, du coup, ça ne concerne pas des kystes, concrètement. Ce que l'on voit souvent à l'échographie, ce sont souvent en fait des follicules
qui ne sont pas arrivés à maturation ou qui attendent d'arriver à maturation, mais qui sont comme bloqués parce qu'il y a un dérèglement hormonal et souvent ça se joue soit dans le cerveau, enfin c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de véritable kyste, c'est-à-dire que c'est pas des kystes, c'est des follicules ovariens qui sont en attente de maturation pour faire des ovaires et des plein de bébés. Bref, vous avez compris, ou pas d'ailleurs, hein. Et aussi, il y a un truc aussi qui revient énormément, c'est que certaines femmes remplissent les critères du diagnostic sans avoir des ovaires polykystiques à l'échographie. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'idée, excusez-moi, ah, c'est dur ce matin. Ce matin, on n'est pas le matin, ni ça, il est 11h46. Bref, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, énormément de femmes ont tous les symptômes, cochent toutes les cases, entre guillemets, diagnostiques, mais n'ont pas d'ovaires polykystiques. Concrètement, c'est mon cas. J'ai des ovaires d'aspect polykystique, mais j'ai pas des ovaires polykystiques. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Ça a l'air d'être ça. Enfin, après, concrètement, j'ai un diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques, mais disons que c'est pas quelque chose qui est flagrant et c'est pas quelque chose qui, genre, saute aux yeux au médecin et il va se dire, ah putain, mais elle a un SOPK. Genre, si je veux voir un spécialiste, enfin, un médecin qui n'est pas spécialisé dans ça, il va me dire, madame, tout va bien, vous avez pas d'SOPK en fait. Whatever. Bref, tout ça pour dire que cette appellation, en fait, elle ne reflétait pas la réalité, en fait. C'est pour ça qu'ils l'ont changée. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, d'ailleurs. Pour quelles raisons aujourd'hui ça a changé? Pourquoi est-ce que c'est considéré comme ce diagnostic-là, donc SMOP, syndrome métabolique ovarien polyendocrinien? Vous voyez que c'est pas encore rentré dans ma tête, hein. Ça commence un petit peu, mais c'est pas trop ça quand même, hein. Ça va aller, ça va le faire. Vous inquiétez pas. Avec le temps, ça va le faire. Alors, on va essayer de décortiquer un petit peu. Donc, le nouveau nom met en avant le côté métabolique. Donc, pour quelle raison? En fait, parce que les femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques ont souvent une résistance à l'insuline, de risque accru de diabète et aussi une prise de poids. Ovarien, pourquoi est-ce qu'ils ont appelé ça ovarien? Attendez, je vous fais un épisode pas du tout préparé. C'est-à-dire que je regarde les informations un petit peu au compte-gouttes. Attendez, je vais regarder sur la clinique Elsan. Qu'est-ce qu'ils disent? Que disent-ils? Que disent-ils? Alors. Mhm. Bon, désolée pour les blancs par contre, hein. Alors, voilà. Alors, pourquoi ce changement de nom? Le terme polykystique était inexact. Il n'existe pas de kyste, mais des follicules immatures. L'ancien nom réduisait le syndrome à un problème ovarien, effaçant ses dimensions métaboliques, hormonales et cardiovasculaires. 14 ans de travail international et plus de 14 300 personnes concernées ont abouti à cette décision. Waouh! Désolée, c'est de l'ironie, je vous jure. Oh là là, mais en fait, je me dis, mais comment c'est possible qu'ils aient mis autant de temps? C'est-à-dire qu'on connaît le syndrome des ovaires polykystiques depuis des années, s'il vous plaît. Oh là là, fou. Oh, je fais du sarcasme, mais au fond de moi, je suis grave énervée, je vous rassure, hein. On continue à lire. Alors, ce que le changement de nom, pardon, Anissa, tu ne lis pas bien, par SMOP désigne mieux, deux petits points. Alors, c'est entre guillemets, oh là là, my God, je n'arrive pas à me concentrer. Alors, petit a, un trouble du système hormonal et métabolique global, pas seulement gynécologique. Merci, 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 merci. Et je vous assure que quand on vous dit qu'on a un SOPK, on vous dit, Madame, on vous met sous traitement hormonal et puis on vous laisse comme ça. Et puis on verra ce qui se passe.
Je sais que ma meilleure amie, elle avait eu une réflexion qui disait, Madame, il va vite falloir faire des bébés, hein. Mais quoi? Mais quoi? Mais oh là là! Oh, je vous jure, je suis grave énervée là. Je sais pas si c'est le meilleur mood pour faire plus je lis, plus ça m'énerve. Je vous jure, je vous jure. Anissa, calme-toi. Enfin, je suis énervée. Je suis agacée parce que je me dis, mais ok, ça avance, c'est bien, mais il fallait peut-être mettre la cinquième depuis longtemps même. Bref, on continue. Alors, il y a des impacts sur le poids, ça on le sait tous très bien. Sur la peau, les femmes qui ont SOPK ont souvent des problèmes d'acné hormonal, que ce soit au niveau de la peau, sur le dos, sur les jambes, peu importe. On le sait très bien que les femmes atteintes de SOPK ont des problèmes de peau. Voilà. Ce qui se passe aussi également, c'est que du coup, bah, logique, il y a pour certaines, enfin, je dis logique, mais c'est peut-être pas logique pour tout le monde, mais les femmes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques ont des problèmes de fertilité. Pas toutes sont concernées par les problèmes de fertilité, euh, mais ça reste quand même l'une des problématiques que rencontrent les femmes atteintes de SOPK. Je ne généralise pas, attention. Il y a aussi donc les maladies cardiovasculaires et les bien-être psychologiques. Ah mais oui, c'est ça, mais attendez, ça il faut que je vous le dise en fait. Quand on a un SOPK, sachez qu'on est sujette à avoir plus d'insomnie que la normale. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive d'avoir des insomnies, euh, genre, comment dire, à répétition dans la semaine. Enfin, là, dernièrement, ça va un petit peu mieux parce que j'essaye d'avoir comment dire, un rythme de sommeil assez régulier, mais dès que comment dire, je change mes habitudes, ben, je me retrouve à avoir des insomnies. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui revient assez souvent. Ce qui change... Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Ce qui ne change pas pour vous. Comment ça, ce qui ne change pas pour nous? Ce qui ne change pas pour vous. Alors, votre diagnostic SOPK reste valable à 100%, très bien. Les examens, le traitement et le suivi médical est identique. Mhm. SOPK et SMOP coexisteront pendant 3 ans dans les dossiers médicaux. Ok, d'accord. Ok, ok. Je sais pas, vous avez vraiment l'impression que je lis un article comme ça en mode la meuf, elle nous fout ça comme ça et puis basta, quoi. Alors, le SOPK portait mal son nom selon les médecins, d'après ce que je vois. Le syndrome était décrit comme pour la première fois en 1935. Waouh, purée! Mais c'est maintenant qu'ils décident de changer le nom. Oh là là, décidément, hein, c'est vraiment compliqué pour eux des fois, hein. Les médecins observaient à l'échographie qu'ils n'ont pas pris ce qu'ils ont pris pour des kystes. Attends, je vais relire la phrase. Je suis tellement pas concentrée. Les médecins ont observé à l'échographie ce qu'ils ont pris pour des kystes sur les ovaires. Vous avez compris quelque chose là ou pas? Donc là, dans cet article, on nous parle du fait qu'en fait, ce sont pas des kystes, mais des ovaires. En fait, des ovaires, des ovaires. Donc là, j'étais là en mode me dire, mais j'essaie de comprendre en fait. Donc, en lisant l'article, du coup, j'ai dû arrêter l'enregistrement pour relire en fait la phrase. Mais même comme ça, alors attendez, peut-être que si je continue à lire, ce sera peut-être plus parlant. Donc le nom, ils disent que le nom polykystique s'est imposé. Le problème, c'est qu'il était faux. Ce qu'on voyait n'était pas des kystes, n'étaient pas des kystes entre guillemets. Cavité, cavité remplie de liquide. Anissa, tu sais plus lire ou quoi? Pardon. Et que c'était en fait potentiellement pathologique. C'était en réalité, au final, des follicules immatures, des petites structures contenant des ovocytes qui n'avaient pas simplement, qui n'avaient simplement, qui n'avaient simplement pas pu arriver à maturité. Sauf que ça, c'est quelque chose que je dis, que j'ai conscientisé et que je sais très bien que c'est ça. Sauf que les médecins ne sont pas du tout dans ce discours-là.
et ne sont pas du tout dans cette, n'étaient pas du moins dans cette, optique-là de voir les ovaires polykystiques de cette manière-là. Pour ouais, remarque, longtemps ça a fait l'amalgame, mais je pense qu'à terme, en fait, ça a été un petit peu, comment dire? Généralisé, on va dire. Je sais pas comment vous expliquer. Moi, la question que je me posais et que je posais à chaque fois au médecin, c'est que si c'est des kystes, ça peut être retiré en 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 chirurgie, mais la réponse à chaque fois qui revenait, c'était non. Donc voilà. Ce que j'essaye de comprendre, c'est je me dis, en fait, ça a pris énormément de temps pour que justement cette pathologie, en fait, soit reconnue comme étant une pathologie qui touche, en fait, le métabolisme entier. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage que ça ait pris autant de temps. Aujourd'hui, il y a une nuance, du coup, bah, la nuance médicale, qui est, à mon sens, importante, et qui potentiellement pourra permettre, en fait, de, d'expliquer au mieux, ces problématiques aux femmes et de leur dire qu'en fait, comment dire? C'est pas qu'il y a rien d'anormal, c'est juste qu'il y a quelque chose d'anormal qui fait que du coup vos ovocytes n'arrivent pas à maturité. Donc dans ce cas-là, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça n'arrive pas à maturité. Le second problème en fait qui s'est posé par rapport au diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques, c'est qu'en fait le problème était encore plus profond. C'est qu'en mettant en valeur, entre guillemets, ce diagnostic, les ovaires en fait ils étaient au centre même du diagnostic. Comment dire? Au centre, comme ils disent dans l'article, du tableau. Parce qu'en fait, au final, le nom SOPK invisibilisait tout le reste, c'est-à-dire les dérèglements hormonaux complexes, hyperandrogénie, résistance à l'insuline, problème hormonal, tout ça, tout ça. Donc acné hormonal, et tutti quanti qui s'ensuit. Des répercussions métaboliques, donc c'est-à-dire prise de poids, risque accru de diabète de type 2. Ça, c'est vraiment ce qui revient le plus. C'est pas pour rien que certaines femmes atteintes de endométriose, de SOPK, sont mises sous GLP-1, donc, ou Ozempic. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'est vraiment du foutage de gueule ce, ce podcast. Des manifestations cutanées, donc comme je l'ai dit, acné, pilosité excessive, mais également chute de cheveux. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Donc la chute de cheveux, c'est quelque chose qui revient vraiment souvent. Et c'est un diagnostic et c'est une chose qui est pas forcément toujours, comment dire? C'est un symptôme qui est pas toujours, mis en avant, voilà. Il y a aussi du coup, bah, les impacts cardiovasculaires, donc sur le long terme, et aussi les effets sur la santé mentale qui est donc la fatigue chronique, l'anxiété, la dépression et tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça qu'en fait, ils disent qu'en fait dans l'article, qu'est-ce qu'ils disent dans l'article? Après 14 ans de recherche collective, impliquant 56 sociétés savantes, mais waouh! Bref, en gros, ils ont pris des patientes, ils ont fait ils ont tout mis dans un mixeur, ils ont foutu une bonne dose de fric, et puis ils ont donné ce nouveau nom, pour le SOPK. Voilà. Mon... Ma vision des choses. Le M dans tout ça, le M de métabolique, le SMOP, reflète en fait la réalité du syndrome. C'est-à-dire que le SOPK, c'est un syndrome métabolique. C'est un problème métabolique qui n'a jamais été mis en avant depuis toutes ces années et qui était vraiment invisibilisé par toute la sphère médicale. Voilà. Honnêtement, je vais être tout à fait franche avec vous aujourd'hui. Je vous avoue que je ne sais pas si la prise en charge concernant cette pathologie, donc le SOPK, va changer. En l'occurrence, ils disent que non, donc que la prise en charge, que le traitement ne changera pas, et que du coup, ce sera exactement la même chose, dans le sens où je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils disent dans l'article là? Attendez, je relis. Ils disent que le terme SMOP apparaîtra sur les prochains comptes rendus. Ok. Ce qui ne change absolument pas. En fait, bah, tout, au final. Et la seule chose qui va changer,
C'est le fait que du coup, ils vont ajouter dans vos comptes rendus médicaux SOPK et SMOP en doublon. C'est-à-dire que vous aurez ces deux noms sur votre compte rendu médicaux pendant 3 ans. Mais que pour autant, tout ce qui est traitement, examen médical, donc les approches thérapeutiques, le suivi médical et les examens gynécologiques ne changera strictement rien. Et pareillement pour les examens diagnostiques. Tout sera exactement la même chose. Euh, mais du coup, il y a quelque chose comment dire, il y a une chose qui, à mon sens, est importante et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être essayer de creuser. Euh, mais en fait, je pense vraiment que l'alimentation est le meilleur allié, la meilleure béquille même pour réguler son SOPK. Je pense que l'alimentation, privilégier les produits bruts, privilégier les choses vraiment, entre guillemets, je ne vais pas dire naturelles, mais privilégier les bons produits, je pense que ça peut vraiment aider à réguler en fait le système hormonal. Non pas que les personnes qui n'y arrivent pas, bah, du coup, c'est pas forcément bien. Enfin, c'est pas ça en fait. Je dis pas il y a ça qui est bien, ça qui est bien, c'est ça qui est bien, ça qui est pas bien. Je dis juste qu'en fait, au final, aujourd'hui, la prise en charge du SOPK ne change vraiment pas du tout, dans le sens où c'est exactement la même chose. Mais en fait, on n'essaie pas de creuser du coup les autres moyens de comment dire, thérapeutique. Dans le sens où, bon, après, je pense que chacun fait un peu comme il veut, mais je pense que changer son alimentation est hyper important et potentiellement éviter en fait de manger des produits transformés. C'est vrai que moi, aujourd'hui, je dis pas que j'ai une alimentation qui est déséquilibrée, c'est pas ça, mais c'est vrai que avec le rythme que j'ai actuellement, c'est assez compliqué en fait dernièrement de, de, de réguler en fait mon alimentation. Et j'espère que vraiment un jour, ben, j'arriverai à le faire. J'essaye de faire le plus possible ce que je peux. Euh, et le sport m'aide beaucoup. Vraiment, le sport m'aide beaucoup à ce niveau-là. Mais c'est vrai que tous ces changements remettent pas mal de choses en perspective et posent question sur la prise en charge de toutes ces pathologies, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien, il se passe beaucoup de choses pour l'endométriose, pour le SOPK, pour telle chose, pour telle chose. Mais en fait, les patients dans tout ça, vous y pensez un petit peu ou vous les laissez de côté? Est-ce que vous dites qu'il y a un nouveau nom pour le SOPK? Et dans ce cas-là, est-ce que la prise en charge, elle, va changer? Dans ce cas-là, vous dites que non. Bah, du coup, on fait quoi? Bah, on continue de faire ce qu'on faisait avant, au final. Donc, en fait, on a l'impression que ça avance, mais pas trop. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a énormément de choses qui se font, mais dans la réalité, ça stagne un petit peu. Je sais pas comment vous dire ça. Ça fait sens par rapport à un post que j'ai lu il y a pas très longtemps. Attendez, je vais vous le retrouver. C'est un post de Endokarma. C'est Emma, d'ailleurs, qui tient ce compte Instagram, Endokarma, et qui explique qu'elle se sent en décalage avec toutes ces histoires d'endo, toutes ces histoires de machin, tout ça. Je vous laisse, enfin, après, elle le dit pas comme ça, hein. Elle le dit pas vraiment comme ça, mais je vous laisse vraiment aller le voir. Donc, elle a appelé son post, c'est donc son compte Instagram, c'est Endokarma, et son post, en fait, c'est endométriose, un gros ras-le-bol. Voilà. Et elle vous explique un peu pourquoi est-ce qu'elle se sent comme ça. Donc, je vous invite à aller le voir. Moi, personnellement, je l'ai lu. Et je partage, en fait, son point de vue sur pas mal de points. Et j'ai un peu cette sensation, mais du coup, avec le SOPK. C'est bien, mais du coup, il y a quand même un gros ras-le-bol, quoi. Enfin bref, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui mon épisode. J'espère que cet épisode t'aura plu, que t'auras aimé l'écouter, que t'auras appris des choses. Euh, et aujourd'hui, en fait, ben, je dis pas que je suis dans de la négativité. C'est juste qu'en fait, il y a
C'est pas une fatigue, mais c'est juste que, ok les gars, vous avancez, mais vous faites quoi concrètement pour les patientes, s'il vous plaît? Voilà. Bref. Écoutez, bon, je vais vous laisser pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez aimé l'écouter. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye, passez une bonne semaine.